Cybersécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Nareg. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Nareg Punjian, je suis Guy. Je suis avocat chez Fasken Martineau Dumoulin. Je suis aspirant hodler de crypto-monnaie. Je suis l'invité de NLF. Oui. Oui, on a justement décidé d'aborder le sujet de la gestion d'incidents de confidentialité, puisque, bon, t'es un avocat, fait que t'es un peu dans cet univers-là. La loi 25 vient influencer énormément ce qu'il y en est. En préparation, on a vraiment abordé des choses drôles, fait que je vais te laisser amorcer là-dessus, puis on va descendre le sujet. On va faire mal au sujet. Ok, formidable. Écoute, moi dans ma pratique, ce que je fais rapidement, là, j'aide les entreprises et les organisations à se préparer, et surtout la partie plus fun pour moi, beaucoup moins le fun pour les clients, à répondre aux incidents de confidentialité. Puis peut-être qu'on va commencer par une mise en scène de c'est quoi un incident de confidentialité, de quoi est-ce qu'on parle. Peut-être plus le sujet aussi, comment on va faire le lien avec dans ce podcast Polysécure. Parce qu'un incident de confidentialité, on s'entend, c'est toute attente aux mesures de protection d'un renseignement personnel. Ça va même de l'utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel. Donc, en théorie, au sein de ton organisation, si un employé qui a pris connaissance d'un renseignement personnel et qui n'aurait pas dû parce que ce n'était pas dans le cadre de ses fonctions, c'est un incident de confidentialité. Ça, c'est les incidents de confidentialité qui sont importants, mais peut-être moins importants que lorsque l'employé en question se log dans son système un samedi matin puis voit des extensions de fichiers XYZ là, avec une petite note de rançon d'un gentil monsieur ou demoiselle qui dit que écoute, nous sommes des chercheurs en cybersécurité, on est là pour vous aider avec votre posture cyber. Veuillez nous contacter pour avoir la clé de déchiffrement. Et avoir en échange un peu d'argent juste parce qu'il faut financer notre recherche. C'est ça. C'est des pauvres chercheurs. Fait que, moi, je les comprends, écoute, mais moi, je suis là pour aider les entreprises. Aller trouver, aller guider là-dessus. C'est sûr que le premier volet, pas qui est pas important, mais moins sexy, disons, en termes d'en parler, parce que c'est comme un courriel qui t'envoie une mauvaise personne et un instant de confidentialité. Puis ça, bon, on en parlera pas ça qu'on va adresser, c'est quand on va arriver justement en termes de rançon logiciel, ransomware qui va frapper, où il y a eu fuite nécessairement de données, c'est là où là, on s'arrache les cheveux, puis là, c'est un peu moins drôle. Là. C'est là où ça fait vraiment mal. Mais sinon, il y a aussi les instances de cybersécurité en général qui sont importantes parce que de plus en plus, on va être en train de cibler les infrastructures critiques, les entreprises qui font de la production de matériaux, les entreprises dont, en fait, le temps d'arrêt compte pour beaucoup. Et c'est moins les renseignements personnels qu'on est en train de viser ou les renseignements sensibles même. Reste qu'ils vont quand même faire un staging, ils vont exfiltrer les données, etc. Parce que why not pendant qu'on est dans les systèmes. Mais c'est moins important. Le plus important, c'est l'arrêt des systèmes de production, mais reste qu'il y a des enjeux juridiques qui sont associés à ça, puis on les accompagne à travers ces éléments-là aussi. C'est vraiment de la gestion de crise, mais qui overlap avec l'aspect incident de confidentialité et qui, maintenant, avec cette nouvelle loi, fait en sorte que les organisations pensent et se disent « OK, non seulement je dois gérer tous les aspects juridiques que je devais gérer antérieurement, parce que ransomware en 2020, c'était pas sympa non plus. Là. Les lois n'étaient pas en vigueur, mais... C'est juste qu'on avait moins besoin d'en parler qu'un avocat en 2020, que comme là, on est plus obligé de leur parler dans un contexte de gestion de crise parce qu'il y a des décisions à prendre réelles qui ont des conséquences qui peuvent être justement nuire davantage à l'entreprise si c'est la mauvaise décision qui est prise. Là, je dirais, on pense plus à nous. Vous êtes devenus utiles. Ah, finalement, une utilité pour les avocats. Joie et bonheur. Dans le monde du cyber, on s'entend. Là. Non, mais en fait, les avocats, ça fait longtemps qu'ils participent à ça. Déjà au Canada, il y avait des lois depuis 2018. Puis même avant ça, c'était pas sympa d'avoir un data breach. Là. On pouvait s'exposer à des actions collectives qui avaient tout le temps le risque d'action collective contre laquelle il fallait se défendre. Donc, c'est pas dépourvu d'enjeux juridiques. La loi vient juste renforcer puis ajouter une couche supplémentaire. La loi est tout le temps à la remorque de la société, comme on le dit. Donc, oui. qu'une loi fut adoptée en 2021, entrée en vigueur en 2022 au Québec, OK, c'est bien. RGPD est entré en vigueur en 2018. Au Canada, on a eu l'entrée en vigueur des dispositions en matière de signalement obligatoire des incidents en 2018 également, en novembre. Donc,
il y a déjà un régime qui était en place. C'est juste. Et les actions collectives, mais on en a eu plusieurs même avant cela. Oui, ça ne change pas. Puis on a eu le commissaire à la vie privée fédérale, conjointement avec ses homologues provinciaux. On en a fait déjà des enquêtes et jusqu'à certains cas, poser des gestes. Tim Horton est un exemple récent de ce genre d'incident-là qui est quand même vivant. Mais le fait d'avoir une loi, ça, pour la plupart des gens, ça vient baliser clairement comment ça fonctionne parce que sans les lois, ben là, on est plus. On cherche plus comment les poignées pour arriver à quelque chose. Là, les poignées sont claires. Là. Il n'y a plus de doute possible à rien du tout. Là. Certes, aujourd'hui, on est mercredi le 2 novembre. Je n'ai pas consulté la Gazette officielle ce matin, mais je me demande si le gouvernement a adopté son règlement sur les incidents de confidentialité qu'ils avaient publié une ébauche en fin juin cet été, qui était censé entrer en vigueur au même moment pour notamment, comme tu le dis, baliser qu'est-ce qu'il faut dire à la commission d'accès à l'information, qu'est-ce qu'il faut dire aux individus, qu'est-ce qu'il faut tenir dans son registre et comment agir dans ces circonstances. Donc, les avis directs aux individus versus les avis publics qui sont faits dans les médias, sur les sites web, etc. Donc, le gouvernement était censé baliser ça. On a publié des draft regulations, donc un projet de règlement cet été. Puis, on attend toujours son adoption. C'est intéressant de voir la vitesse à laquelle avance l'appareil étatique. Oui, puis surtout qu'il y a eu un rebrassage au moment où on se parle. La commission d'accès a changé de ministre, donc on a eu des élections, hein? Oui, oui, depuis, oui. Je pense que ça a rebrassé un peu la législation là, de ce côté-là. Fait que ça a dû ne pas aider la situation. Là, puis j'ai hâte de voir comment ça va atterrir dans ce ministère-là, mais revenons plus aux gestions des incidents. Puis justement, comment un avocat vient se positionner là, dans un incident, puis en quoi ça évite de faire des gaffes majeures dans certains cas. Là. Moi, je dirais la job d'un avocat, c'est de raconter une histoire. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Puis notre rôle, c'est de s'assurer que les écrits qui restent à la fin de la journée, après avoir géré cet incident, parce que tout le monde va, en règle générale, s'ils nous ont appelés, on va s'assurer qu'ils s'en sortent de l'incident assez indemnes. Mais par la suite, ils vont être jugés sur ce qui a été dit, sur ce qui a été enregistré, sur ce qui a été écrit. Donc ça va former le record en fin de compte. Puis si jamais litige il y a ou si jamais il y a même des questions, des enjeux réputationnels qui demeurent, mais le public va voir les écrits qui sont restés, les écrits qui sont rendus publics. Donc, ce qui est super important pour nous, c'est de s'assurer comment est-ce que l'organisation est en train de communiquer, tant à l'interne qu'à l'externe, pour démontrer qu'ils ont agi de manière diligente. Oui, c'est l'aspect de diligence qui est très important là-dedans. Là, oui, justement, de bien. Si on était pour raisonner par analogie, c'est rare les bateaux qui ne prennent pas de l'eau lorsqu'elles sont en mer. Lorsqu'il y a des tempêtes, mais c'est certain que les bateaux vont prendre plus d'eau que d'autres. Là. Mais c'est ta capacité de ne pas te faire submerger au complet ouais, puis de ne pas couler le navire. En gros, c'est un peu ça. C'est ta capacité de vider les vannes puis d'évacuer l'eau par la suite. C'est normal, ça va arriver. C'est des gens qui pensent qu'ils sont à l'abri d'un incident de sécurité. Se font des illusions. Là. Si moi, j'étais pour consulter le registre d'incidents d'une entreprise puis il n'y avait aucune inscription là-dedans, je me poserais des questions. En 2022, ceux qui n'en ont pas connu, c'est juste parce qu'ils ne le savent pas. C'est vraiment beaucoup plus inquiétant qu'ils ne le savent pas qu'il y en a vraiment. Là, puis c'est vraiment majeur. Puis effectivement, ce registre va être intéressant justement parce que lorsque le règlement est censé le baliser, mais quand même est important que, bien sûr, à la réaction, on doit en avoir un, là, le registre, là, la loi est en action. Fait que les gens doivent faire ça. Je suis même pas sûr que les gens commencent à le faire pour de vrai. Là. Nos clients le font parce qu'on les conseille de le faire. Après, ça, c'est les clients qui consultent des avocats, mais il y a plein de bonnes ressources en ligne pour les aider. Puis il y a des organisations comme, par exemple, CyberEcho qui met à disposition des individus des modèles de registre, etc. Donc, il y a vraiment une communauté qui se développe pour aider la petite moyenne entreprise pour être capable de répondre à ces obligations-là. De l'autre côté, mais le discours qu'on entretient avec les organisations qui se font attaquer, c'est pas de ne pas s'inquiéter, mais d'agir de manière diligente. Donc, de se dire, OK, you got breached.
ça va bien se passer, mais il va falloir qu'on réponde et qu'on fasse les bonnes choses. Puis c'est là que la conversation réellement commence. Puis les avocats sont typiquement impliqués par l'entremise des assureurs, parce que les assureurs en cyber veulent que ce soit un avocat qui gère. En anglais, le terme, c'est breach coach. Le QLF appelle ça euh, consultant en cyber-intrusion, je pense, ou consultant en intrusion informatique. Je ne me prononcerai pas trop sur le choix du terme, mais breach coach, ça existait depuis environ une vingtaine d'années, puis c'est quand même assez évocateur, puis je pense que ça explique bien le rôle. On a eu une breach, puis la job du breach coach, c'est de coacher l'organisation à travers ces étapes-là, parce que la plupart des organisations, c'est la première, deuxième, cinquième fois peut-être qu'elles ont vécu ça. S'il y en a plus que ça, des incidents majeurs, là, on est. Ouais, des instants majeurs, mais oui, effectivement. Puis je préfère le terme anglais parce que le volet coach est absent de la traduction. Fait que puis il me semble que le coach, c'est un accompagnateur et non un gestionnaire de crise. Puis c'est pas exactement la même chose parce que l'accompagnateur va aider l'entreprise qui gère la crise et non gérer la crise elle-même. Ce qui donne un rôle justement d'éviter de faire des erreurs en cours de chemin. Là. Puis pour en avoir géré plusieurs, parfois ça aurait été plus facile pour moi d'avoir un avocat proche justement pour orienter les décisions. Oui. Puis la job du breach coach, c'est vraiment d'agir un peu comme un chef d'orchestre également. Donc, les avocats vont avoir à travers cet aspect historique-là, d'être impliqués à travers les assureurs, comme je vais revenir au secret professionnel et tout ça, c'est important, mais à travers tout ça, ils ont eu l'expérience, donc ils ont vu puis vécu plusieurs situations, donc ont cette expérience-là pour donner des conseils puis des bons réflexes, connaissent l'aspect litige, les aspects de préservation de preuves, les aspects de qu'est-ce que je dois faire en vertu de mes contrats, qu'est-ce que je dois faire en vertu des lois existantes, qu'est-ce que je dois faire en vertu des normes et des standards qui peuvent exister également en fonction de l'industrie. Donc, on est capable de donner un conseil quand même assez rapide, basé sur un jugement et basé sur l'expérience, mais aussi l'intérêt principal qui existe de moins en moins aux États-Unis à cause d'une série de décisions, mais qui existe encore au Canada pour l'instant, c'est le secret professionnel de l'avocat lorsque l'avocat est impliqué dans la gestion de l'incident, est impliqué pour donner un conseil juridique. Donc, tous les experts que l'avocat va retenir et toutes les communications avec cet expert-là, entre le client par l'entremise de cet expert, l'expert qu'on peut voir qui agit comme traducteur entre les systèmes informatiques, entre les logs qui sont en train de déchiffrer et de rendre intelligible pour l'avocat, pour que l'avocat puisse ultimement donner un conseil juridique à son client. Donc, ce rôle de traducteur-là a typiquement été reconnu tant et autant qu'ils agissent pour l'avocat ou pour le client, ce qui permet, dans des situations, d'éviter de tout dévoiler et de créer une zone, un espace confortable pour que les gens puissent avoir des discussions franches et sans s'inquiéter qu'on va être en train de créer un record. Là. En début de podcast, on a parlé de les paroles s'envolent, des écrits restent, là, mais ces communications-là, on va les protéger autant que possible. Ouais, c'est dans le secret professionnel est justement un outil très important, surtout pour les entreprises. Là, c'est le fun. Dans ce cas-ci, au Canada, il est étendu jusque avec les professionnels qui transigent à travers l'avocat, ce qui n'est effectivement pas le cas aux États-Unis. Il faut faire attention parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas protégés non plus de la communication avec l'avocat. Fait qu'il faut vraiment que ce soit clairement balisé ce qui est fait et comment tout ça. Puis la protection, c'est pas de cacher. Puis c'est ça, des fois, les gens ils cachent pas. C'est juste parce que faut prendre une décision éclairée. Tu n'as pas le choix d'ouvrir les livres au maximum. Puis des fois, ben, tu t'exposerais à soit des secrets professionnels, soit des trades, des secrets commerciaux. Tu mets beaucoup de choses en jeu, tu mets beaucoup de choses sur la table. Puis des fois, tu veux pas, puis là, ça devient public. Puis ben là, ça dégénère. Puis tu perds le contrôle de ta crise essentiellement dans ces contextes-là. Imaginez des conversations où on est en train de discuter de la cause de l'incident, puis est-ce qu'on a été négligent, on n'a pas été négligent, et l'avocat doit conseiller sur cette base-là comment est-ce qu'on communique avec les autorités, qu'est-ce qu'on leur dit, comment est-ce qu'on présente cette information-là. La plupart, au Canada, je pense qu'on a une culture où on n'a pas trop envie de dévoiler qu'on a subi ou on a été victime d'incidents de confidentialité ou on sent qu'on a failli d'une certaine manière. Je pense que le rôle des avocats puis même des experts en cyber, c'est de changer ou de recadrer ce dialogue-là un petit peu. De dire, OK, ça va, c'est normal, puis essayons d'être aussi transparents que possible sans pour autant nuire à notre client.
Puis je pense que même du public, c'est apprécié de plus en plus, cet aspect de transparence et de communication. Oui, oui, absolument. Puis de toute façon, on l'a remarqué parce qu'on a eu un incident au Québec en juin 2019 qui, justement, ils sont venus sur la place publique, ont communiqué énormément à ce moment-là. Puis c'est dans ce cas-là, ça vient instaurer la confiance et de prendre à ras-le-corps le problème. Et ils ont dû énormément être conseillés par des avocats aussi, là, mais de justement le prendre comme ça, le communiquer clairement, mais balisé sur vraiment encadré par des avocats. Là. Mais par des avocats, par des experts en relations publiques, c'est certain que presque toutes les communications dans les incidents majeurs, nous, on va aller engager des cabinets de relations publiques. C'est pas les avocats, on a beau passer nos journées dans des livres et à écrire et à lire. Reste que ce qu'on nous reproche souvent, c'est un manque de clarté lors de la communication, puis des textes qu'on écrit, puis on parle de langage clair et simple. Et donc, d'avoir des experts en communication, c'est très utile pour. Tu vas voir un communiqué de presse où il y a des termes définis, là, c'est un avocat qui l'a écrit avec. Oui, absolument. C'est sûr que étrangement, c'est pas des spécialistes en com, là, les avocats, mais cela étant dit, ils balisent minimalement ce qui doit être dit, puis juste les films de communication, les autres vont aller dans embellir démesurément aussi. Fait que c'est un peu le chemin entre les deux dans lequel on pourrait dire combat-là entre ces deux pôles-là, qui n'un qui veut rien dire, l'autre veut tout dire, puis ça de comment on gère ça pour que ça ait l'effet voulu, justement, d'avoir un espace positif pour que l'entreprise, publiquement, ne passisse pas de cet événement-là, que ça ne vienne pas nuire à sa viabilité, justement, comme l'exemple de ton bateau, c'est que tu vas être capable de sortir l'eau suffisamment vite avec 40. Là. Fait que c'est important, mais la balise demeure dans les mains de l'avocat quand même, parce que c'est certainement un travail en multidisciplinarité. L'avocat ne va jamais s'en sortir seul. Là. C'est d'être bien entouré puis d'avoir des experts à qui tu peux faire confiance, que parfois ton client ne connaît pas d'expert, donc ton client te connaît toi. Il dit OK, j'ai besoin d'aide. Clairement, il y a une loi. Il y a des sanctions jusqu'à 25 millions, ça fait peur. 4% du chiffre d'affaires. OK, oh my God, qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est oui, j'ai envoyé un email à la mauvaise personne. Est-ce que je vais avoir une amende de 25 millions? Non, ça va. Écoute, tu peux dormir, laisse-moi tranquille samedi. C'est ça, c'est de relativer les choses, mais c'est ça. Mais un incident, puis de toute façon, les incidents qui sont médiatisés, c'est pas le courriel qui est envoyé par erreur en général, c'est une fuite massive d'informations ou l'exposition massive généralement dans un rançon logiciel, là, parce que les données ont fuité sur le dark web et on en a perdu le contrôle. Là, ça, tu dors pas beaucoup après ce genre de choses-là. L'inverse, c'est exactement vrai parce que s'il y a un incident majeur, mais je vais être la première personne à être avisée. Si c'est 3 heures du matin, ça me fait plaisir que tu m'as appelé d'une certaine manière. Puis la raison pour laquelle, c'est lorsqu'on est appelé sur la scène, attends, même déjà 12 heures plus tard, là, c'est déjà tard. Parfois, il y a déjà eu une communication. J'ai vécu une situation, ça dit le CTO, il envoie un message, je pense, il disait As you all know, we have been hacked. OK. Certes, c'est vrai. Il y a d'autres façons de le dire. Envoyer à tous les employés, là, on joue avec les cartes qu'on a un petit peu, mais c'est important de communiquer ça d'une manière à garder le cap. On ne peut pas avoir un capitaine qui dit Ah oui, mais le bateau a frappé un iceberg. Ben, on veut pas engager la panique sur le navire non plus. Oui, ben c'est un peu ce que tu mentionnais, puis justement l'espace de communication est important, même à l'interne, parce que les gens ne comprennent pas, le grand public ne comprend pas, puis les employés en général ne comprennent pas, puis même en TI en général, les gens ne comprennent pas nécessairement la nature de l'incident, puis j'en ai vécu plusieurs, puis des fois c'est difficile de naviguer avec tous ces gens-là qui ne comprennent pas tous les tenants aboutissants de ces affaires-là, les réglementations, comment tout ça s'agit, puis que là c'est très difficile. Justement, tu ne fais pas d'entrée de jeu, pouf, tu ne t'exposes pas parce que les gens vont paniquer, les gens vont parler à l'extérieur de l'entreprise, même s'ils ne sont pas censés le faire. Tu as toujours une source anonyme quelque part qui fait fuiter l'information, ce qui ne devrait pas. Fait que si on est dans un. Ah, mais les journalistes sont curieux, hein? C'est leur travail. Ah oui. En général, ça. En tout cas, la plupart. Les journalistes, c'est leur travail. Mais en vrai, c'est important de faire la gestion interne, des communications internes. Je pense que c'est un point super important de
lorsqu'on a vécu un incident de confidentialité majeur, là, c'est de dire, OK, qu'est-ce que vous pouvez communiquer avec les médias? Si les médias vous parlent, voici comment agir. Si il y a des rumeurs, etc., où vos clients vous posent des questions, quoi dire à vos clients si les systèmes de production sont impactés, si les clients s'attendent à ce qu'il y avait un meeting sur Teams le lendemain à 8 heures, puis vous n'êtes pas là, ben, qu'est-ce que vous leur dites? Donc, de bien outiller les employés pour qu'ils puissent répondre à ces demandes-là pour assurer la continuité des affaires. Puis finalement, ça arrive de plus en plus. Tu me diras si tu as vécu ces situations-là, mais c'est avec l'acteur malveillant qui commence à appeler les employés. Non, celle-là, j'ai pas vu. Les seuls que j'ai vus, c'est moi, c'était peut-être tu parles d'un acteur malveillant. Il a commencé à essayer de faire de l'extorsion, mais clairement, il ne comprenait pas c'était qui avait fait. Fait qu'il posait il mettait des documents qui n'avaient aucune valeur. Fait que les clients avaient comme ouais, non, mais tu peux exposer, ça n'a aucune valeur. C'est l'avantage d'être au Québec. Là. D'habitude, ils ne comprennent pas trop les documents en français. Ça l'aide, mais non, mais c'est sûr, j'en ai vu j'ai pas participé personnellement dans un incident où ils ont commencé à appeler des employés, mais oui, on m'a relaté des cas comme ça, puis là, ça devient troublant. On a eu des appels, on a eu à un moment donné, ils ont hack le compte du CISO, je pense. Puis à partir du compte du CISO, ils l'ont envoyé à tout l'exécutif puis à all employees la note de rançon. Ça, c'était intéressant. On a eu récemment, j'ai écouté l'enregistrement parce que je suis content. Le client a eu la rapidité d'esprit d'enregistrer la conversation qu'ils ont eue avec l'acteur malveillant. Ça, c'était sympa. Il parlait en anglais avec un accent d'Est-européen. Surprise. Ultra poli, ultra patient, meilleur que le service à clientèle de certaines entreprises que j'ai eu à faire. Vraiment, mais c'est une sir, I want to help you. Please reach out here. I want to help you get your data back. We have sensitive HR data. Mais c'est une business. C'est ça qui est fascinant. Puis ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est organisé ou c'est. Quand on parle de crime organisé, ben c'est ça. Les autres sont organisés dans une business et ils embauchent des gens qui servent à négocier les rançons avec les entreprises. Have a good day, sir. C'est l'ironie de la situation aussi. Là, ils viennent de te voler tout, mais il demeure qu'ils sont oui, c'est ça qui est comme dissonance importante. Là, ils sont super bien organisés. Ils ne sont pas très patients, cela étant dit, dans certaines négociations, ils vont s'ils voient que l'entreprise collabore pas, ben là, ils vont monter le ton, mais monter le ton ou ils vont augmenter le montant à payer ou ils vont exposer. Fait que là, ils vont grader en tout cas ça, mais c'est là aussi c'est important dans ces négociations-là que l'avocat, entre autres, soit présent parce que il y a des choses qu'il faut faire attention quand on négocie avec ces malveillants-là. Là. Mais c'est rare que ça soit l'avocat directement qui fasse la négociation. Non, je ne parle pas qu'il négocie, mais qui accompagne les gens qui vont parce qu'il y a des balises là-dedans, des choses qui peuvent être faites, d'autres non. Certes. Notamment si les groupes d'acteurs malveillants sont sur des listes de sanctions canadiennes ou américaines, on veut éviter de faire le paiement de la rançon. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans la négociation et l'analyse. Donc, ils vont faire l'analyse de la conformité du groupe pour s'assurer qu'il ne soit sur aucune liste, pour dire, OK, là, vous avez le droit de faire ce paiement-là. Puis après, ils vont avoir assez de crypto-monnaies pour être capables de faire ce paiement parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui savent comment du jour au lendemain sortir une certaine somme en Bitcoin ou en Monero. Où est-ce que je vais aller chercher ça? Comment est-ce que je le déclare dans mes impôts? Ça ouvre un paquet de questions. Oui. Oui, puis la question de la crypto-monnaie m'a été posée par un client à un moment donné, justement, parce que là, on est-tu prêt? Si on est dans un téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Puis on va dessus la crypto-monnaie. Là, on n'est pas là. Tu peux respirer. Informe-toi comment en acheter, minimalement. Mais on espère ne pas aller jusqu'à payer leur rançon. Mm-hmm. On ne s'exclut pas que. Puis j'en ai eu ils ont tous connu des incidents là, à différents degrés. Puis à partir de là, tu espères pas arriver à devoir payer. Tu espères que ton système et ton entreprise est assez vigilante au moins pour arrêter avant que le problème soit plus grave. Ouais. Il y a des stats qui me font un peu peur lorsqu'on parle de plus de 50% des entreprises ont payé la rançon, etc. Là. Oui, j'ai vu des chiffres similaires, mais oui, moi, je trouve ça. On finance le crime organisé.
C'est comme une drôle d'idée, puis certains sont pas toujours nécessairement honnêtes, fait qu'on paye pour pas qu'ils divulguent, mais ils vont divulguer quand même. Tu sais, il y a un paquet de choses, puis c'est de l'argent qu'on balance dans le crime organisé. Non, écoute, moi, je suis d'accord. En règle générale, la position partout où est-ce que j'ai travaillé, c'était d'éviter de payer la rançon presque à tout prix. Reste que la plupart Mais les compagnies d'assurance ont préféré payer parce que c'est plus rapide, puis... Ah oui, ça coûte beaucoup moins cher de payer la rançon. D'expérience, de ce que j'ai vu, les montants, etc., c'est souvent moins cher de payer la rançon que de rebâtir des systèmes. Et les entreprises sont devant un choix difficile, un choix où est-ce que je prends le risque de payer la rançon? Peut-être que je vais récupérer mes données. Peut-être qu'il y aura une seule couche de chiffrement. Parce que parfois, il y a deux groupes qui ont décidé de chiffrer. Ah oui, ça c'était pour ma rançon, mais voici la rançon de l'autre groupe. Et tu remarques que tes fichiers ont été chiffrés 2 fois. Donc, les garanties sont faibles. Reste que c'est une entreprise. Ils essayent d'offrir un bon service à la clientèle, mais... Mais ils sont là pour faire de l'argent comme n'importe quelle entreprise. Est-ce que tu as des garanties suffisantes? On ne sait pas. La plupart des entreprises qui vont faire appel à des avocats, qui vont faire appel à des firmes cyber, qui veulent bien gérer un incident de confidentialité, vont avoir des backups en place. Donc, le paiement de la rançon devient secondaire. Sauf quand ça devient un incident de confidentialité et que les données ont fuité. Et là, les malveillants s'en sont rendus compte que les compagnies ont des backups maintenant. Fait que juste de chiffrer n'est plus suffisant pour avoir un levier pour avoir l'argent. Maintenant, ils menacent régulièrement de divulguer. Ou ils ont déjà divulgué dans certains... Je n'ai vu certains groupes dans des instants que j'ai faits. Ils ont fuité les boîtes courriels. Donc, c'est un incident de confidentialité qui a eu lieu. Et sur la base de cette fuite-là, ils ont commencé à spammer les gens de ces boîtes-là pour réussir à les chercher plus loin. Parce qu'il était en discovery, il était en train en reconnaissance, en train de chercher qu'est-ce qu'il pouvait venir puiser dans cette entreprise-là. Mais phase 1, il avait commencé comme ça. OK. Juste faire fuiter les boîtes courriels. Ah, ça je n'avais pas vu comme stratégie, mais... Oui, puis on les a attrapés parce qu'ils ont commencé à faire du spam sur les adresses courriels de cette entreprise-là. Et à partir de là, on l'a vu apparaître parce qu'il y a des gens qui se sont recontactés parce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent la chaîne de communication, ils s'insèrent dedans pour essayer de faire accroire, mais ils changent l'adresse de choses, puis là, ils infectent les gens. Fait que c'est la stratégie qui avait été faite. Là. Fait que là, il y avait un problème d'image parce qu'il y a un problème plus complexe autour de ça pour la gestion de cette entreprise-là. Qui a été nettoyé bien heureusement, là, mais oui, ils ont commencé par fuiter ça, puis ils n'avaient pas commencé à chiffrer encore, ils avaient commencé à faire de la fuite. Fait qu'ils n'étaient pas encore rendus à l'étape de ils demandaient une rançon? Non, ils n'étaient pas encore rendus là. Dans ce cas-là, on les a attrapés suffisamment tôt qu'ils étaient juste dans la phase de reconnaissance. Ça, je souhaite ça à tout le monde parce que c'est le plus facile à gérer. Parce que tu n'as pas de backup, puis ta fuite, elle est... Oui, OK, bon, c'est tes boîtes courriel, là, mais c'est pas ta base de données HR, c'est pas tes secrets industriels, c'est pas... c'est c'est pas comme les cas publics, là, comme BRP, par exemple, où tu as des passeports qui ont fuité. C'est l'horreur, le plus ultime. Là. Tout le monde a des renseignements personnels. Toute organisation a des renseignements personnels minimalement sur ses employés. Et dès que tes employés ont fait quelques voyages, puis un personnel de soutien administratif qui a dit « Mais envoie-moi un scan de ton passeport, je vais t'aider à booker tes billets d'avion. » Mais voilà, il y a un passeport, un scan qui reste potentiellement dans le drive de... Oui, comment est-ce qu'il y a des passeports qui sortent et c'est exactement comme ça? Oh oui, puis c'est pas un blâme à BRP, mais c'est un exemple type où le fonctionnement normal avec des humains normaux amène justement un certain nombre d'informations à vivre malheureusement sur le réseau de l'entreprise. Puis quand le malveillant rentre, un trésor. Il trouve un trésor, puis là, il joue avec son trésor. Mais de l'autre côté, les lois en matière de protection des renseignements personnels, ils amènent un aspect super intéressant. Puis là, on a beaucoup de mandats où on fait des inventaires de données. Puis on explique c'est quoi les bonnes pratiques à adopter. Donc, where's your data? Tes données sont où? C'est quelles données que tu as? Sont sur quels actifs informatiques?
ce serait une bonne idée de savoir qu'est-ce qui est où pour mieux protéger cette information. Et deuxièmement, mais à un moment donné, les organisations se rendent compte pourquoi est-ce qu'on a ça? Ben, c'est l'autre élément, puis la loi vient le clarifier un peu plus. Tu ne gardes pas ce que tu n'as pas de besoin. Et les gens ont énormément de misère avec ça, pour une raison qui est très étrange, puis les gens en marketing encore pire que les autres. Là. Ils veulent garder tout au cas qu'un jour, il y en aurait peut-être potentiellement besoin de choses comme ça. Et là, c'est pour ça que le changement dans les lois vient baliser ça. Dit là, tu as une fin définie, puis quand tu as terminé, tu dois détruire ton information. En fait, c'est drôle, on avait ça il y a 30 ans, c'est juste les sanctions n'étaient pas là. Oui, c'est ça, mais ouais, puis mais ça, c'est un principe qui existe, c'est un principe fondamental de loi en matière de protection des renseignements personnels. Là, on a eu ça dans les 10 grands principes de l'OCDE, etc. Le data minimization qu'on appelle, la minimisation des renseignements. Mais non, mais c'est ça, mais les gens sont pas incapables de détruire l'information, puis ça me sidère. Jeter ça au vidange, expiration au bout de 3 ans, pour 3 ans, salut, la finalité du document est terminée. On détruit le document, on le met en fin de vie. Et ça, les gens ne le font pas. Les boîtes courriels, pour des gens qui ont été à la même place longtemps, mais ça devient des poubelles immenses d'informations parce que les gens ne font jamais le ménage là-dedans. Les documents, le cas des passeports, tu mentionnais, oui, mais après, la personne aurait dû le détruire, le fameux scan. Mais non, il est resté là, il est resté purgé. C'est l'asile. Mais parfois, on peut même attraper cette problématique au moment de la collecte. Pourquoi est-ce qu'on est en train. Pas pourquoi est-ce qu'on l'a toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on est même en train de le collecter. Est-ce qu'on a besoin de cette information-là pour la finalité recherchée? Ou est-ce qu'on a juste laissé en champ libre, par exemple, sur un formulaire qui disait est-ce que vous voulez rentrer votre numéro d'assurance sociale? Puis on n'en a aucunement besoin, mais finalement, on se ramasse avec les NAS ou les numéros de permis de conduire de genre que I don't need it, j'en ai pas besoin. Ou si tu en as besoin, tu en as besoin pendant un temps très court, puis après ça, quand le temps est fini, de s'en débarrasser, parce que c'est comme, moi, je traite ça comme l'information personnelle, puis la façon que j'expliquais, c'est comme une matière radioactive. Tu ne veux pas y toucher. Si tu y touches dans un sas très doucement avec des petites machines, mais de l'information personnelle, tu ne touches juste pas à ça parce que c'est très dangereux. Puis la contamination, puis en plus, ça devient un trésor aussi qui est fait parce que plus tu amasses d'informations, plus tu deviens une cible, tu sais, incidemment. Là. J'aime ça. Tu fais peur aux gens. C'est d'imaginer les choses pour que les gens comprennent à quel point c'est dangereux. Tu le fais pas. Tu traites ton information personnelle comme la matière radioactive ou biohazard ou whatever, comme quelle analogie tu veux utiliser, mais tu la traites comme ça. Puis une fois que tu as commencé à l'aborder de cette façon-là, tu la collectes pas pour rien parce que ça demande un effort. Puis c'est un effort technologique protéger cette information-là. C'est plus dispendieux que si tu n'en avais pas. Déjà là, fait que déjà, tu es capable de voir le coût associé puis de le traiter avec tout le décorum nécessaire, puis justement, pas se ramasser dans un incident de confidentialité parce que tu as fait attention en amont. Mm-hmm. Tu sais, c'est l'incident de BRP aurait été moins grave s'il n'y avait pas eu de passeport. Là, ils ont des passeports, fait que là, l'incident est plus grave globalement que s'il n'y a pas eu de passeport. Est-ce que c'est leur faute qu'il y a des passeports? Là, l'histoire ne le dit pas, puis pourquoi il y en avait, l'histoire ne le dit pas. Mais il y avait des passeports qui se sont trouvés sur le dark web, puis bon, ça nuit davantage à l'entreprise. Puis c'est là où aussi, en amont, pour éviter la crise, les avocats disaient « Hey, tu fais avec des passeports? » Justement, d'inventorier, d'amener, comme tu mentionnais. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des passeports sur le dark web? Moi, j'ai aucune idée parce que ça vaut combien? Hey, je sais pas, moi je suis pas spécialisé en dark web, fait que j'ai aucune idée comment ça se fait, mais il semblerait que les identités coûtent tellement pas cher que tu peux frauder quelqu'un facilement en créant des faux papiers de choses qui deviennent comme ça. C'est hier, je discutais avec quelqu'un une personne qu'elle connaissait, ça y est arrivé. Son identité a été volée. Puis il y a des actions qui ont été faites, qui ont des actions punissables par la loi, qui ont été faites sur cette identité-là. Et la personne s'est retrouvée dans l'embarras parce que c'est son identité volée qui a été utilisée pour créer toute la fraude, puis ainsi de suite qui était associée à ça. Là. Donc, c'est des situations. Fait que ça, c'est des conséquences. Mais dans le dark web, moi, j'ai pas. C'est pas mon monde, disons. Je traîne pas dans ces genres de zones obscures et
sombres et qui sentent pas bon, puis tu sais pas sûr. Là. Il faut comprendre l'ennemi. mais bon, tout ça pour dire qu'il y a certaines données qui valent plus que d'autres. Je pense que c'est pas mal. Notre auditoire, il est possiblement au Québec. Là, la plupart des données des Québécois ont été leakées à un moment donné. Et je pense que dans la vie des gens qui ont, je dirais, moins de 20 ans, 30 ans, là, en leur espérant une vie longue et prospère, là, ils vont voir leurs données leak à un moment donné. Bon, on l'a tout tant qu'à moi. Mon information a déjà fuité. Si on prend l'instant de juin 2019, c'est sûr que mon information a fuité là-dedans, comme probablement la majorité des Québécois. Puis il y en a eu d'autres qu'on connaît ou connaît pas. Puis c'est sûr qu'à un moment ou un autre, mon information a fuité. Fait que dès lors, puis là, c'est ça que je trouve un peu dommage dans l'ensemble, c'est comme le mot d'INAS, ça, ben, pourquoi il est important? On devrait se débarrasser de l'importance du NAS, parce que mon NAS, c'est sûr qu'il est sur le dark web. Probablement le sien aussi. Le mien aussi. Fait que, mais pourquoi on donne l'importance à une valeur? Comme ça, si on enlevait la valeur au NAS, ben là, on ne pourrait plus l'utiliser, donc ça n'aurait plus de valeur, donc il ne serait plus volé. Et on le remplacerait par quelque chose d'autre qui serait elle volé? Ben, le problème, dans l'absolu, le NAS, parce que pour moi, c'était absurde qu'on donne de la valeur à ça, puisque c'est juste c'est ton numéro de dossier au fisc. C'est essentiellement ton NAS, c'est ton numéro de dossier au fisc. Oui. C'est comme ton numéro de dossier chez ton fournisseur cellulaire, ou c'est ton numéro de dossier, ton NAS. Et là, on a comme transformé un numéro de dossier à une espèce d'identité numérique-ish que là, on utilise à toutes les sauces, puis bla. Mais il y a des projets d'identité numérique qui devraient voir le jour bientôt. Au Québec, le gouvernement est quand même assez actif, là, oui. Actif ces derniers temps. Il y a eu des conversations qui datent depuis 2018-2019 sur une identité numérique québécoise. Hâte de voir ça va donner quoi, puis si ça va changer. Ça va changer la donne sur comment est-ce qu'on s'identifie, si ça va aider avec tous ces leaks qu'on a eu à diminuer le vol d'identité. Ben, la probabilité, elle est favorable. On regarde, il y a des exemples à travers le monde d'identité numérique qui ont fonctionné, justement, les malveillants ne vont pas arrêter. Là. C'est juste qu'ils vont arrêter de s'intéresser à cette information-là parce qu'elle va devenir inutilisable et ils vont trouver d'autres stratégies pour y arriver. Mais au moins, si on peut enlever le fardeau sur les gens de vivre avec une fuite de données, puis donc de se faire voler son identité, puis de voir toutes les conséquences, c'est déjà un énorme pas en avant. J'espère que le système québécois n'est pas encore est en développement, là, mais il parle avec le consortium canadien. Ça, c'est un problème qui est fascinant au Canada, c'est les provinces qui gèrent ces éléments-là et non le fédéral. Qu'on soit dans une fédération? Oui, c'est un drôle de problème. C'est très... c'est difficile à jouer dans ces notions-là d'avoir ce genre de choses-là, parce que le NAS est quand même fédéral, mais l'identité, elle est provinciale. Donc, on est comme pris dans ces éléments-là. Puis là, comme on est dans une fédération, on chicane. Toute fédération est faite pour se chicaner. Donc, on n'est pas capable de s'entendre. Donc, ça ralentit l'ensemble des choses. Mais ça permet à une province comme l'Alberta d'être à l'avant-garde de la chose. Puis l'Alberta de faire un projet pilote, de démontrer que ça fonctionne, puis que le Québec emboîte. Ou vice-versa, le Québec qui dépose un projet de loi en matière de protection des renseignements personnels, puis d'autres qui s'activent par la suite. Donc, je trouve que c'est aussi un moteur de progrès d'une certaine manière, qu'on soit un peu fragmenté de cette façon. Oui, dans certains secteurs, il y a des domaines, mais disons, dans ces domaines-là, on aurait besoin d'un coup de barre national. Ben là, on est contraint un peu. On l'a un peu vécu avec la pandémie, là, où chaque province avait des stratégies qui n'étaient pas compatibles avec les autres. Donc, c'est bon, on est dans cet univers-là de fédération, mais qui est très drôle justement parce qu'on n'est pas capable de ça. Mais là, on a un projet de loi fédéral aussi là, qui va être vraiment cool, puis qui va cibler, qui va être vraiment cool. C'est cool parce que c'est nouveau, ce qui est parfait, loin d'être parfait, mais c'est pour ça qu'il y a des comités parlementaires qui vont travailler là-dessus, en espérant dans la bonne direction. Mais rapidement, là, c'est le projet de loi C-26 qui vise les infrastructures critiques canadiennes. Et donc, c'est le gouvernement canadien qui a décidé de pousser ça puis de faire une première en ce sens où
tout ce qui est... La France en a déjà les infrastructures vitales. On a une première canadienne. Oui, en Europe, ça existe depuis 2018, je pense. Ouais, là, je sais juste que ça existe. Mais en Europe, ça existe, en effet. Puis les autres, ils utilisent le mot vital et non Christian. On aime utiliser des mots différents pour les mêmes choses. Mais bref, ça existe. Puis au Canada, mais ce que j'ai vu certaines critiques justement de cette loi-là, c'est qu'elle trouve trop intrusive. Mais c'est parce que clairement, on n'est pas une culture qui est habituée avec ça, parce que l'Europe est beaucoup plus habituée à ces notions-là. Donc, pour eux, c'est normal que cette cadre juridique-là existe justement pour encadrer ces entreprises-là qui ont une valeur très importante au niveau de la société, vitale. Mais en résumé rapide de la loi, là, juste pour mettre la table là-dessus, c'est les entreprises en télécommunications, en finance, en transport et dans le secteur de l'énergie vont tous devoir maintenir un programme de cybersécurité en place, de déclarer les incidents de cybersécurité à leur autorité réglementaire compétente. Et finalement, le gouvernement ou l'autorité de réglementation compétente peut émettre certaines ordonnances qui doivent être gardées confidentielles, de faire ou de ne pas faire pas mal n'importe quoi. C'est là où ça accroche. C'est là où ça accroche. C'est n'importe quoi. Presque n'importe quoi et c'est confidentiel. C'est là que... Mais les gens n'aiment pas beaucoup ça, là. Mais ils ne sont pas habitués. Mais ça, c'est des notions quand on arrive dans le côté militaire qui est normal. Puis là, c'est pour ça où ça accroche, parce que là, on est dans le contexte de société civile où on fonctionne moins avec ces notions-là, mais on va voir comment. Ils vont jaser, ils vont en parler entre eux autres, puis ils vont avoir d'autres moutures de la loi qui va. Comme chaque loi, là, ça, c'est le processus normal. Là. Mais ce qui est rassurant, c'est que presque toutes ces organisations-là ont déjà des plans de réponse aux incidents, ont déjà des programmes de conformité en place, déclarent déjà des incidents à la North American Electric Reliability Corporation ou au ministère des Transports. On a déjà des obligations parce que c'est notre infrastructure critique. Puis c'est pas la première fois qu'on y réfléchit, mais c'est la première fois qu'on a une loi omnibus aussi forte qui vise toute l'infrastructure au complet, qui est pas... Oui, puis moi, j'avoue comme une réponse à Huawei. Ça l'a suivi un mois plus tard, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la loi et ce qui s'est passé avec le fait d'interdire Huawei au niveau des télécommunicateurs canadiens. Là. Je suis pas mal sûr qu'on a voulu s'aligner avec nos partenaires du Five Eyes. Parce qu'on était le seul des Five Eyes qui n'avait pas fait ça. Là. De mémoire, dans le discours des ministres Manicino et Champagne, ils ont mentionné clairement la situation avec Huawei puis ZTE, là. Donc, qui était un peu à l'origine. Puis là, c'est les outils législatifs dont se dote le gouvernement pour dire non, mais écoutez, on vous a donné un avertissement, ne le faites pas. Là, on va se donner les outils pour vous contraindre à ne pas le faire. Donc, ça s'en vient, donc vous êtes mieux de ne pas le faire. Oui, ben c'est ça a servi à ce genre de choses-là, mais très intéressant de voir comment ça va évoluer, parce qu'un genre de projet de loi comme ça va être challengé en commission. Là. C'est là. Avec des sociétés des libertés individuelles, etc. On a Citizen Lab qui a mis un rapport d'une 40aine de pages à ce sujet. Il y a sur le podcast du professeur Michael Geist, il y a 2 semaines. Oui, j'ai écouté il y a 2 semaines à ce sujet également, une discussion sur les avantages et les désavantages d'avoir des ordonnances à huis clos, mettons, confidentielles, qui sont émises. Puis c'est quoi l'impact, surtout en matière de télécommunications. Donc, les entreprises en télécom ou en secteur bancaire qui vont avoir beaucoup de renseignements personnels également. Est-ce que ces demandes-là vont rester sous... C'est ça, on n'a peut-être pas la culture comme aux États-Unis où il y a des comités, soit du Congrès, soit du Sénat, qui viennent justement superviser cette utilisation-là de façon bipartite. Fait que ils ont des structures de contrôle aux États-Unis qui leur permettent certains égarements. Certains, parce qu'il y en a certains qui ont échappé. Hein? Il y a des égarements qui ont circulé, mais au moins, fait que les autres ont la culture. Nous, on n'a peut-être pas cette culture-là de surveillance parlementaire. C'est peut-être ça qui va devoir être la solution pour répondre justement aux différentes critiques. Mais ça va être intéressant de le voir aller. Puis je trouvais que c'est important qu'on se positionne comme pays, qu'on arrête d'être un peu à la traîne des autres sur ce genre de choses-là dans le C26. Mais il y a même C27 aussi qui est sorti à peu près en même temps, tout le volet AI qui est très intéressant aussi, là, oui. qui est nouveau.
complètement nouveau, inattendu. Pour contexte, C27, c'était une reprise de la loi, du projet de loi C11, mort au feuilleton il y a 2 ans durant les élections. Là. Oui. Puis ils ont repris essentiellement presque les mêmes dispositions et ils ont ajouté une composante nouvelle loi en intelligence artificielle avec des règles particulières sur les systèmes à haut impact sur la vie des individus. Donc, on peut penser des systèmes de décision d'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence sur la paye, sur le bien-être des individus, sur la prospérité, la santé. Oui, mais la loi est très vague aussi. Là. La nouvelle loi qui est créée par ça est très vague. Là, fait que ça va être très... Ça risque de se calquer beaucoup sur le modèle européen aussi. Là. Oui, mais c'est ça, en théorie, on arrive avant les Européens, par exemple, parce qu'on est... On est en co-création. Ouais, là, oui, on peut le voir comme ça, mais c'est qu'aussi, étant donné que le processus législatif est beaucoup plus rapide ici qu'en Europe, étant donné qu'il y a moins d'éléments consensuels à obtenir de différents pays de l'Union, on va les coiffer au fil d'arrivée. Là. Fait que, oui, les provinces ne votent pas sur la législation fédérale, c'est ça? Hein? Ouais, nous, on n'a pas c'est ça. C'est de l'autorité fédérale. Puis ça, quand tu pensais là, comme C26, c'est de l'autorité fédérale. C'est ça qui est amusant parce que il n'y a aucune intrusion dans les pouvoirs des provinces parce que les pouvoirs contraints pour les infrastructures critiques sont juste des pouvoirs fédéraux. Exact. Mais je parlais avec une doctorante en eau potable aujourd'hui. Puis je me disais, ah oui, mais toutes les infrastructures d'eau potable, là, c'est provincial. C'est tout aussi important que le secteur de l'énergie ou le secteur de télécommunications. Puis on voit donc, oui. Je pense que les provinces vont éventuellement devoir emboîter sur C26 s'il était adopté pour avoir des mesures similaires pour tout ce qui est des compétences provinciales. Mais bon, voyons. Puis le problème de l'eau potable, c'est que c'est les villes qui gèrent ça et n'ont pas tous des moyens financiers qui permettent même d'avoir une personne en technologie. Là, on ne parle même pas en cyber. Là. Donc, on est dans un univers très critique. Là. On a un ministère de la cybersécurité et du numérique. Oui. Exactement pour adresser ce problème. Oui. Voyons qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce nouveau pouvoir, justement, ce nouveau moyen qui se sont donnés pour résoudre ça. Nouveau gouvernement, nouveau ministère. Moi, je dis, on donne la chance aux coureurs, là, puis on surveille ça de près. C'est sûr qu'on surveille de près. En fait, un horizon est un peu partout. Je pense qu'on va conclure sur ça cette fois-ci, je pense. Puis on va sûrement revenir sur d'autres sujets. Formidable, mais c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci de ta participation, c'est très drôle. Puis ce qui n'est pas visible, c'est qu'on a toute la préparation avant était tout autant intéressante. Donc, c'est à recommencer. À refaire. C'est bon, merci.